Donc, bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour ma soutenance de thèse qui a été réalisée au sein de l'UMR Silva et encadrée par le professeur Jean-Claude Djegou. Alors, attendez, je décale ça, voilà. Ces travaux de thèse donc, ont porté sur la reconnaissance et la dynamique récente des habitats forestiers dans le contexte de la directive Habitat Faune Flore. Alors, je voudrais commencer par remercier le public présent et les membres du jury qui ont accepté d'évaluer mon travail, mais également l'UMS Patrinac pour laquelle je travaille, ce qui m'ont permis de réaliser ce projet et ils m'ont soutenu tout du long. Alors, cette présentation comporte 4 grandes parties. Je vais d'abord introduire le contexte et les questions auxquelles on va essayer de répondre, pour ensuite évoquer une partie de mes résultats. Alors, en ce qui concerne la reconnaissance des habitats forestiers, je vais vous présenter des travaux qui portent sur l'efficacité des programmes automatiques de classement. Puis, on va s'intéresser à la dynamique récente des habitats, en particulier l'influence du réchauffement climatique et l'efficacité du réseau Natura 2000, pour enfin conclure. Alors, les politiques publiques de protection de la nature se sont d'abord développées autour de la préservation de territoires remarquables, comme par exemple les réserves, puis les parcs nationaux américains au milieu du 19e siècle, ou pour des raisons esthétiques, par exemple avec la création de la série artistique de Fontainebleau en 1861, puis pour la préservation des espèces, en lien notamment avec les influences négatives que les activités humaines pouvaient avoir sur elles. Cependant, la biodiversité, qu'on peut définir rapidement comme le tissu vivant de la planète, ne se regarde pas uniquement à l'échelle des espèces. Il existe 3 échelles, 3 niveaux auxquels on peut l'observer: génétique, spécifique et écosystémique. Donc en fait, une approche qui serait exclusivement centrée sur l'échelle spécifique ne permet pas, à l'évidence, de conserver toutes les composantes de la biodiversité. Et une très bonne illustration de ça, c'est le développement des 2 premières directives européennes consacrées à la protection de la biodiversité, la directive Oiseaux en 1979, suivie ensuite par la directive Habitat Faune Flore en 1992. La directive Oiseaux a pour objectif en fait de promouvoir la protection et la gestion des populations d'oiseaux sauvages, donc des espèces. Mais cette protection, elle s'applique aussi bien, dans le texte et écrit dans le texte, aux oiseaux eux-mêmes qu'à leurs nids, leurs œufs et leurs habitats d'espèces. Donc, elle met en avant le fait que pour protéger les espèces, on doit également protéger les écosystèmes dans lesquels elles vivent. Et les écosystèmes vont finalement se voir obtenir une valeur de conservation intrinsèque comme objet à conserver, au même titre que les espèces, avec la directive Habitat en 1992. L'objectif de cette directive, c'est de maintenir ou restaurer dans un bon état certaines espèces et habitats qui sont listés dans ces annexes, et donc on va qualifier d'intérêt communautaire. Les habitats sont des types d'écosystèmes, en gros. Alors, je vais insister dans cette introduction sur 2 aspects précis de cette directive. La définition, pour la première fois, des habitats d'intérêt communautaire, qui sont donc des types d'écosystèmes qui sont devenus des objets juridiques donc à protéger, donc à recenser également, à évaluer et conserver par les gestionnaires, et la création du réseau d'espaces protégés Natura 2000. Donc, les politiques de conservation de la nature ont besoin de définir de manière précise les objets visés. Alors, on peut identifier des communautés sur le terrain, donc un ensemble d'êtres vivants appartenant à un écosystème, simplement en listant les espèces présentes ensemble au même endroit. Mais en fait, il est quand même très rare de trouver exactement la même liste d'espèces, donc la même communauté, à 2 endroits différents. Et en fait, si on rassemble différentes communautés dans un même type, ça évite qu'on se retrouve face à une nouvelle communauté, qu'on se retrouve face à une nouveauté en fait à chaque fois. Et ces types, on peut ensuite les cartographier, on peut évaluer les surfaces occupées pour estimer par exemple leur rareté, donc ensuite éventuellement protéger juridiquement les types les plus rares par exemple, ce qui peut permettre d'empêcher leur destruction. Donc pour protéger les écosystèmes, il ne faut pas qu'on travaille à l'échelle de chaque communauté, mais à une échelle un petit peu supérieure, un grain un peu plus grossi en fait que celui des habitats. La description des unités de végétation, c'est une des bases de la description des habitats, notamment parce que la végétation est bien visible sur le terrain et fixe. Et en Europe, la description de la végétation a été énormément réalisée en utilisant une approche qu'on appelle la phytosociologie. Donc la classification de la végétation, réalisée par les phytosociologues, a servi de base pour choisir et décrire les habitats d'intérêt communautaire, qui sont en fait soit rares, menacés, ou qui constituent des exemples un peu remarquables du contexte européen. La classification phytosociologique, elle est hiérarchisée, comme la classification des espèces. En gros, les espèces, on les a regroupées en genres, puis en familles, etc.
du côté de la classification phytosociologique, l'unité de base, c'est l'association végétale. Et elles sont ensuite regroupées en alliances, puis en classes. Et les habitats forestiers d'intérêt communautaire correspondent grosso modo au niveau alliance. Sur cette photo-là, par exemple, vous voyez une forêt qui a été rattachée à l'association qu'on appelle Vaccinio myrtili quercetum petrae et qui appartient à un habitat d'intérêt communautaire, celui des hêtraies atlantiques acidophiles à eau. Donc, pour maintenir ou restaurer les habitats et les espèces d'intérêt communautaire dans un bon état, comme ce qui est demandé par la directive, chaque État membre doit désigner des sites, des périmètres sur son territoire dans lesquels des personnes et des moyens seront dédiés à la conservation de ces habitats et de ces espèces. Le choix qui a été fait au niveau européen, c'est que dans les sites Natura 2000, les activités humaines sont toujours possibles. Donc, on protège la biodiversité, mais on doit aussi prendre en compte les enjeux socio-économiques et culturels. Et pour ça, la France a choisi une approche qu'on appelle contractuelle. Ça veut dire qu'en fait, la mise en place de mesures de gestion favorables à la biodiversité dans les sites repose en grande partie sur un choix volontaire de la part des propriétaires à partir de mesures qu'on va qualifier d'incitatives. Et si on place ce choix en fait de l'approche contractuelle dans le paysage de la protection de la nature en France, donc là, par exemple, sur ce graphique-là, la taille des ronds représentant les surfaces. Donc, les surfaces concernées par l'approche contractuelle, ici en vert, sont majoritaires. Et par rapport aux surfaces concernées, par exemple, par l'approche réglementaire, alors l'approche réglementaire, là, on va beaucoup plus contraindre les propriétaires, et encore plus par rapport à l'approche de protection foncière, où en fait l'État et les collectivités se rendent propriétaires des espaces à protéger. Donc en résumé, en 92, en Europe, grâce à la directive Habitat Faune Flore, le domaine d'action des politiques publiques a été élargi à un autre niveau d'organisation de la biodiversité. Cependant, en fait, on fait face à un problème, et non des moindres. En fait, l'absence de série temporelle de données sur les habitats, alors qu'elle est liée à une reconnaissance récente de leur valeur de conservation, mais aussi à des problèmes de standardisation de la reconnaissance de ces habitats. Ce qui fait que leur dynamique récente, finalement, est très peu étudiée et donc peu connue, et notamment celle des habitats forestiers. Et dans cette thèse, si j'ai choisi de m'intéresser à ces habitats, alors pour citer une ou deux bonnes raisons parmi une multitude, c'est en partie parce que la forêt déjà représente un tiers du territoire français et européen et constitue donc une part essentielle de la nature en France et en Europe. Et ce qui est intéressant aussi autour de la forêt, c'est que les enjeux qui sont liés au territoire forestier sont multiples. Par exemple, la protection des forêts et de leur biodiversité fait l'objet d'une attention qui est croissante, mais en parallèle, on assiste aussi en même temps à une intensification des attentes envers les produits et l'énergie que peuvent produire les forêts. Donc, dans un premier temps, mes travaux de thèse ont porté sur l'amélioration de la standardisation de la reconnaissance des habitats. Mais ici, donc, je n'évoquerai qu'une partie des résultats. Et en effet, une solution pour pouvoir améliorer cette standardisation, c'est l'utilisation des programmes automatiques de classement. On s'est donc demandé, en fait, quelle est l'efficacité des programmes automatiques de classement sur la reconnaissance des habitats forestiers. Et c'est cette première étape qui nous a permis ensuite de nous intéresser à la dynamique récente des habitats forestiers. Et donc là, on a souhaité regarder d'abord les effets d'une pression a priori défavorable aux habitats forestiers, une conséquence indirecte des activités humaines, qui est le réchauffement climatique. La question qu'on s'est posée, c'est des effets du réchauffement climatique sont-ils déjà visibles à l'échelle des habitats d'intérêt communautaire? Et ensuite, on s'est intéressé à l'influence des activités humaines, mais a priori favorables aux habitats, en tout cas liées à une volonté de conservation de la biodiversité, qui est la création du réseau Natura 2000. Et on s'est demandé si l'état de conservation des habitats forestiers a déjà évolué favorablement à l'intérieur du réseau Natura 2000 depuis sa création. Donc, dans un premier temps, comme je l'ai déjà dit, on va s'intéresser aux programmes automatiques de classement et à leur efficacité. Alors, j'ai déjà évoqué l'importance de disposer d'une typologie, donc en gros d'un ensemble de types d'habitats qu'on va ensuite gérer et protéger légalement. Mais seulement après avoir sélectionné et décrit les habitats naturels qui vont nécessiter une gestion et une protection, il faut les identifier sur le terrain. Le gros problème, c'est que dans les typologies, sauf à de rares exceptions, il n'existe pas de règles explicites, de consignes permettant de rattacher des nouvelles observations de terrain à des types déjà définis. Dans la pratique générale, ce qui se passe, c'est que c'est un travail qui est réalisé par des experts. L'immense majorité du temps, un expert qui est seul sur le terrain et qui, à partir des espèces qui sont présentes, qu'il voit et des informations stationnelles qu'il récolte, va rattacher ce qu'il voit à une unité de végétation sur la base de sa propre expérience.
Mais le problème de l'absence de standardisation des règles de rattachement, c'est que ça rend possible en fait les incohérences entre experts lors de cette identification. Et ça va aussi limiter la comparabilité de deux identifications dans le temps, mais aussi dans l'espace. Alors, il y a une étude qui a déjà porté sur la comparaison de l'identification des unités de végétation par plusieurs experts. Il y a d'autres études aussi qui ont comparé des cartographies d'habitat. Alors, comme celle qui a abouti ici aux différentes cartes que vous voyez là, qui avaient été réalisées sur un site au Royaume-Uni. Alors, le point commun entre toutes ces études, c'est qu'elles sont réalisées sur des très petits territoires et elles concluent toutes à une forte variabilité des déterminations entre les experts. Le problème, c'est que dans le contexte de la directive Habitat Faune Flore, ça peut entraîner, par exemple, l'identification d'un habitat comme d'intérêt communautaire, alors qu'il ne l'est pas. Donc, sous-évaluer ou à l'inverse, surévaluer ces surfaces. Ça peut aussi entraîner la destruction d'habitats rares du fait de l'absence d'informations quant à leur présence. C'est pourquoi il est vraiment indispensable de connaître, et à grande échelle, la variabilité qui peut exister entre plusieurs experts lors de la reconnaissance des unités de végétation et d'en améliorer aussi la standardisation. Et cette standardisation, elle peut être obtenue grâce à des programmes automatiques de classement. Mais le problème, c'est que pour l'instant, leur efficacité a été évaluée en utilisant un seul jugement d'expert, considéré en gros comme ayant identifié la bonne unité, donc faisant référence. Sauf qu'au regard des premières études de la bibliographie, on voit qu'il existe une très forte variabilité entre les experts. C'est pourquoi on a adopté nous une autre approche. Cette première étude que je vais vous présenter là, elle a été publiée en 2020 dans Applied Vegetation Science. Alors dans un premier temps, on a sollicité un panel d'experts du secteur public et privé avec des compétences en phytosociologie qui sont reconnues. Alors parfois il s'agit d'un seul individu et parfois d'un collectif. Mais bon, pour plus de facilité, je vais vous nommer simplement ici un expert. On leur a donné 273 relevés floristiques qui ont été réalisés par l'IGN en 2013, assez bien répartis sur tout le territoire français. Et on leur a demandé de rattacher chaque relevé à une association phytosociologique dans un référentiel qu'on leur a fourni. Et on a ensuite comparé leurs identifications. Et on a utilisé les identifications identiques, donc quand deux experts sont d'accord, pour mettre en place ce qu'on a appelé un indice de similitude. Alors il est très simple donc par expert, on va calculer le ratio entre le nombre d'identifications identiques et le nombre de comparaisons qu'on avait faites au total. Donc en gros, plus un expert est d'accord avec les autres, plus l'indice augmente. Cet indice, il va atteindre 1 si tous les experts sont d'accord entre eux, tout le temps, et 0 s'ils ne sont jamais d'accord sur aucun relevé. Et dans un deuxième temps, on a créé des programmes automatiques de classement. Alors un programme automatique, c'est une base de connaissances plus un algorithme. L'algorithme, il va permettre de comparer un nouveau relevé floristique, donc en gros le relevé qu'on souhaite identifier, donc rattaché à un type, il va comparer ce relevé à une base de connaissances. Et il va nous dire à quelle association le relevé est le plus susceptible d'appartenir en utilisant des indices de similarité. Alors, on a utilisé, comme base de connaissances, environ 10 000 relevés floristiques qui avaient été rattachés par leurs auteurs ou par des experts à 228 associations et qui étaient considérés comme typiques de ces associations. Et ensuite, on a créé 3 programmes automatiques différents en choisissant 3 indices de similarité qui sont assez proches pour réaliser ces algorithmes. Le coefficient phi, Indval et FPFI. Donc les programmes, comme les experts, nous proposent un rattachement à une association par relevé. Et ces rattachements sont ensuite comparés à ceux des experts pour de nouveau calculer un indice de similitude. L'idée là, c'est que si l'indice de similitude d'un programme est inférieur à ceux des experts, ça veut dire que les experts sont plus souvent d'accord entre eux qu'avec l'outil informatique. Et dans l'autre sens, si un indice de similitude est supérieur à ceux des experts, ça veut dire le programme est plus souvent d'accord avec les experts que les experts entre eux. Donc capable d'être plus consensuel. La nouveauté ici repose bien sur le fait qu'on ait comparé les programmes à un panel d'experts. Ce qui nous permet déjà de s'extraire de cette notion de la bonne détermination, mais qui permet aussi au programme éventuellement d'être, entre guillemets, meilleur que les experts en étant plus consensuel. Et cette approche, qui était assez novatrice, est une des raisons pour lesquelles cet article a été choisi par les éditeurs du journal comme papier de l'année en 2020. Alors, pour les résultats, tout d'abord, si on s'intéresse à la comparaison entre les experts, on a pu observer que les indices sont tous très proches entre eux. Donc le niveau de nos experts est assez équilibré. Mais par contre, les indices sont quand même assez faibles, ce qui veut dire que la variabilité entre les experts est assez importante.
Et en moyenne, en fait, les auteurs sont d'accord une fois sur 4 quand il s'agit d'identifier des associations, une fois sur 2 pour l'identification au niveau alliance, et 9 fois sur 10 pour les classes. Et quand on regarde les résultats des programmes automatiques de classement, alors de manière générale, on voit que les 3 programmes automatiques montrent des indices de similitude qui sont équivalents ou légèrement en dessous de ceux des experts. Mais un des programmes, donc celui réalisé avec l'indice de similarité phi, dépasse 4 experts sur 5 déjà pour l'identification des alliances et tous les experts en fait pour l'identification des classes. Donc cette analyse, elle confirme en fait pour la première fois à l'échelle nationale un manque de convergence important entre les experts lors de l'identification d'unités de végétation, et en particulier au niveau le plus fin de la classification phytosociologique. De plus, elle met aussi en évidence une performance des programmes automatiques de classement qui est quasi similaire à celle des experts. Sur ce graphique, là, par exemple, vous voyez les indices des programmes automatiques de classement, là, ici pour les associations, ici pour les alliances, ici pour les classes. Et la courbe, là, Y égale X, en fait, c'est la moyenne des experts. Donc, on voit effectivement que les indices des programmes sont assez proches de la moyenne des experts. Mais ce qu'on voit aussi sur ce graphique, c'est qu'en fait, les programmes automatiques sont d'autant plus capables de reproduire des jugements d'experts que le niveau hiérarchique est élevé, en fait. Et donc, le nombre d'unités diminue aussi. Donc, en fait, nous, on interprétait ça comme, même quand les programmes automatiques sont moins performants que les experts, notamment à l'échelle de l'association, les associations qui proposent sont certainement proches écologiquement et appartiennent à un niveau supérieur, en tout cas aux mêmes unités que celles proposées par les experts. Donc, on peut penser que les experts sont plus à même d'identifier les cas particuliers. Et en effet, on voit aussi qu'il y a une partie des associations qui ne sont pas encore trouvées par le programme. Mais par contre, pour les identifications à un niveau typologique un peu plus grossier, les programmes automatiques sont tout aussi efficaces. Donc, on a conforté l'idée que les programmes automatiques de classement étaient efficaces pour rattacher un très grand nombre de relevés à une unité de végétation, et ce qu'ils sont donc capables de faire de manière rapide et standardisée. Ainsi, ces programmes peuvent nous permettre la création de séries temporelles de données sur les habitats qui sont pour l'instant cruellement manquantes. En termes de temps de travail, pour rattacher les 273 relevés, les experts ont mis en moyenne 2 semaines. Le programme, lui, il a mis 8 secondes. Alors, si on fait travailler 24 heures sur 24 pendant 2 semaines, ce programme, il pourrait rattacher plus de 4 millions de relevés. Alors, ce qui est bien plus que ce dont on dispose à l'heure actuelle dans les plus grosses bases de données. Par exemple, si on regarde la plus grosse base de données européenne, European Vegetation Archive, c'est à peu près 1 700 000 relevés. Et en fait, pour en faire autant, il faudrait faire travailler à peu près 36 000 experts en même temps, c'est-à-dire à peu près toute la population d'une ville comme Villefranche-sur-Saône. Bon, au-delà en fait de la question de la rapidité des programmes, le problème en fait majeur, il réside dans le fait que de toute façon, il nous est complètement impossible de trouver assez d'experts qui soient disponibles et surtout motivés pour réaliser un travail pareil. Donc en fait, ici, les programmes ne remplacent pas les experts, mais ils peuvent réaliser un travail qu'on ne pourrait pas faire sans eux, à cette échelle en tout cas. Et il est vraiment important aussi de préciser que de toute façon, les relevés devront toujours être réalisés sur le terrain par des experts. Et en fait, à la fin de la réalisation du relevé floristique sur le terrain, l'identification de l'unité de végétation sur le site peut prendre seulement quelques instants. En fait, à contrario d'une détermination a posteriori au bureau, comme ça l'a été demandé dans cette étude. Donc la première partie de cette thèse, elle a bien permis de créer des séries temporelles de données sur les habitats qui sont donc inexistantes pour le moment, comme je le disais, ce qui nous permet, dans un deuxième temps, d'étudier la dynamique récente des habitats forestiers. Alors, le changement climatique est une des 3 causes majeures d'érosion de la biodiversité. Les chercheurs ont montré que ce réchauffement climatique influence la répartition des espèces, mais aussi les communautés d'espèces. Et en particulier, si on s'intéresse aux communautés végétales, une augmentation de la dominance des espèces caractéristiques de conditions chaudes a été observée, principalement dans des milieux de montagne en Europe et dans le monde. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que la réponse observée des espèces et des communautés ne correspond pas complètement à celle attendue si on part de l'hypothèse d'un synchronisme complet en fait avec le réchauffement climatique. Si on regarde ce graphique qui a été réalisé en 2011 par Bertrand et ses collaborateurs, donc on voit en rouge la courbe des températures mesurées et en vert la réponse des communautés. Là, la plaine et ici la montagne. On voit en fait qu'il existait un équilibre
entre les conditions de température et les communautés de plantes herbacées dans les forêts françaises avant la fin des années 80. La température a augmenté très rapidement à partir des années 90 et cet équilibre en fait qui existait avant, il s'est rompu puisqu'on observe en fait aucun changement au niveau des communautés en plaine. Et les communautés, par contre, en montagne, elles suivent en quelque sorte les conditions du milieu, mais pas complètement en fait. C'est pas si flagrant, mais il existe un décalage en fait entre les deux. Et malgré ces constats en fait qui sont quand même assez alarmants et qui connus du monde académique depuis assez longtemps, ces résultats-là qui n'étaient pas forcément les premiers en 10 ans, il y a une enquête récente qui a montré que les professionnels de la conservation de la nature ne prennent pas en compte le changement climatique dans leurs pratiques de gestion. La cause étant pour eux un manque de connaissances sur les évolutions de la biodiversité et sur les mesures d'adaptation à mettre en place. Pourtant, il existe des résultats. Mais le problème, enfin un des problèmes, parce qu'il y en a d'autres, mais c'est que les objets de recherche ne sont pas toujours les objets de conservation qui sont directement concernés par les actions de gestion au quotidien et pour lesquels des moyens sont mis à disposition par les pouvoirs publics pour les gestionnaires. Et typiquement, avec l'exemple que je vous ai donné, les gestionnaires, ils ont besoin de résultats sur les habitats naturels et pas sur les communautés. Parce que c'est bien la présence d'habitats d'intérêt communautaire qui a permis de justifier la création des sites naturels mobiles. Et c'est eux qui doivent faire l'objet de mesures de gestion dans les sites, comme demandé par le Code de l'environnement français. Du coup, on connaît, alors en partie seulement, les effets du réchauffement climatique sur les espèces et sur les communautés. Et on s'est demandé si le réchauffement climatique, qui avait donc déjà induit une thermophilisation des communautés végétales, a déjà eu des effets significatifs et visibles à une autre échelle, à un grain plus grossier, que constituent les types d'habitats d'intérêt communautaire. Alors cette question et les analyses qui en ont découlé ont fait l'objet d'un article qui a été publié dans Biodiversity and Conservation. Donc on souhaitait faire une comparaison avant-après réchauffement. Alors pour cela, on a d'abord regardé la courbe d'évolution des températures depuis les années 60. Alors ici, en fait, on voit des anomalies de température, grosso modo des plus et des moins par rapport à une moyenne. Et on remarque une très forte augmentation des températures à partir de la fin des années 80. Mais si on regarde de plus près, on remarque en fait une stabilité entre 61 et 87 et entre 97 et 2012. Donc on a été créé deux périodes, en fait, une avant 87, la période historique, et une après 97, la période récente. Et ensuite, comme on voulait étudier l'évolution thermique de ces habitats, des habitats naturels, on a regardé dans quelles conditions de température on trouvait historiquement chaque habitat d'intérêt communautaire, et on a calculé un indice de température qui représente quelque part ces conditions pour chacun d'entre eux. Et ensuite, pour faire cette comparaison avant-après, en l'absence de placettes permanentes, en tout cas en quantité suffisante, on a été créé 5701 couples de relevés par appariement géographique. En fait, c'est-à-dire qu'on a associé chaque relevé historique à son relevé récent le plus proche. Donc là, vous voyez sur cette carte le barycentre des 5701 couples qu'on a créés. Et enfin, grâce au programme automatique de classement, le programme réalisé avec l'indice Phi que je vous ai présenté dans l'étude précédente, on a attribué un habitat à chaque relevé floristique et ensuite on a comparé les indices de température des habitats de chaque couple. Donc en fait, on a regardé si l'habitat récent était soit le même que l'habitat historique, dans le cas là, il y avait le même indice de température, ou sinon on a regardé si l'indice de température de l'habitat récent était plus chaud ou plus froid que celui de l'habitat historique. Alors, le problème avec le fait de créer des couples comme ça en l'absence de placettes permanentes, c'est qu'en fait, une partie des changements peuvent être dus à la différence de position géographique. Donc en fait, de manière aléatoire, il y a une partie des couples qui peuvent évoluer vers des habitats plus chauds ou plus froids. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'étudier une tendance en fait globale, à savoir est-ce qu'il y a significativement plus de couples qui évoluent vers des habitats plus chauds. Et il se trouve que pour une majorité de couples, on retrouve le même habitat dans la période récente que dans la période historique. Mais par contre, pour les couples où on observe un changement d'habitat entre les deux périodes, il y a effectivement plus de couples, environ 5%, qui ont évolué vers des habitats caractéristiques de conditions plus chaudes. Ce que le graphique là met en évidence, en fait, c'est le pourcentage de couples plus chauds, moins le pourcentage de couples plus froids. Donc, on a également été vérifié que la distance géographique entre les couples n'avait pas influencé les résultats. Pour faire ça, en fait, on a créé des couples avec deux relevés historiques. Et on a fait les mêmes analyses et on se rend compte que pour ces couples, donc historiques, il n'y a aucun changement significatif.
Ce qui signifie que cette évolution-là, vu qu'elle n'est pas liée à un biais géographique, elle est bien temporelle. Mais cette évolution, au cours du temps, hein, elle peut être due à différents facteurs. On va essayer de les balayer. Ça aurait pu être un changement dans le régime des pluies, par exemple. Mais les variations décennales de précipitations sont stables, avant et après 87 au niveau national. Les dépôts azotés aussi auraient également pu avoir un effet, mais les habitats caractéristiques de conditions plus chaudes ne sont pas des habitats caractéristiques de sols plus riches. Et enfin, une évolution du couvert aurait également pu influencer ces résultats. Par exemple, on sait que les pratiques de sylviculture, elles peuvent évoluer au cours du temps. Et elles peuvent amener, par exemple, à des peuplements plus ouverts. D'un autre côté, on sait aussi que la forêt française s'est densifiée. Mais en gros, pour étudier ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été créer une sous-sélection dans nos 5701 couples, pour lesquels, en fait, la moyenne de la lumière qui arrive au sol, elle est la même dans les périodes récentes que dans la période historique. Et quand on fait les analyses, on se rend compte que nos résultats, ils restent inchangés. Voilà. C'est pourquoi on a pu conclure que le réchauffement climatique est bien un facteur prépondérant qui permet d'expliquer cette évolution temporelle, ce changement-là. Et dans un deuxième temps, on a aussi été regarder ce qui se passait en plaine et en montagne. Et en fait, en cohérence avec ce qu'on sait déjà, on voit qu'effectivement, il n'y a aucun changement significatif en plaine. Il y a des changements qui sont très marqués en montagne, puisqu'il y a plus de 11% des couples qui évoluent vers des habitats plus chauds. Alors, cette augmentation de la dominance des habitats caractéristiques de conditions plus chaudes en montagne, on l'a interprétée comme une thermophilisation. Et l'absence de changement en plaine, alors que des changements sont visibles en montagne, et que la température mesurée aussi a déjà augmenté de plus de 1 degré, nous ont en fait invité à penser à un développement, le développement d'une dette climatique en plaine. En fait, c'est la première fois qu'on montre que le réchauffement climatique est quand même assez fort pour être visible à cette échelle de travail, à celle des habitats. Cependant, ce n'était pas si évident de prime abord que les résultats visibles à l'échelle spécifique et des communautés soient déjà visibles à l'échelle des habitats, parce qu'en fait, la variabilité intrinsèque au sein de chaque habitat et le flou aussi qui peut exister autour de leurs limites d'existence font que la thermophilisation des communautés, elle doit être quand même assez forte avant de pouvoir provoquer un changement d'habitat. Et une des conclusions de cette étude, c'est que si des impacts différents sont visibles en fonction des territoires, la mise en place des politiques publiques et des actions de gestion devraient être différenciées, notamment priorisées différemment. Après s'être intéressé à l'influence du réchauffement climatique, on s'est dans un dernier chapitre concentré en fait sur l'évaluation des impacts que pouvaient avoir des activités humaines, donc a priori favorables, au travers de l'étude de l'efficacité du réseau Natura 2000. Alors j'ai déjà évoqué le fait que le choix qui a été fait pour Natura 2000 est celui de la multifonctionnalité. Donc ça, c'est un choix qui a été fait au niveau européen. Par contre, l'approche française, elle est aussi contractuelle. Donc ça veut dire que les actions, elles reposent en grande partie sur la volonté des propriétaires, alors encouragées et accompagnées bien sûr par les animateurs de sites. On sait déjà que la couverture par le réseau Natura 2000 des habitats, elle est bonne. Et on sait également qu'il y a des effets bénéfiques de Natura 2000 sur certaines espèces. Néanmoins, il est maintenant quand même vraiment important d'évaluer si l'approche contractuelle choisie, et qui prend en compte les aspects socio-économiques, a permis la mise en place d'actions qui aboutissent en fait à une évolution des écosystèmes qui soit plus favorable à l'intérieur du réseau Natura 2000 qu'à l'extérieur. En effet, parce que le choix de la multifonctionnalité qui a été fait pour Natura 2000, ce qui est intéressant, c'est qu'il est applicable sur des surfaces qui sont bien plus vastes qu'une protection stricte. Natura 2000, c'est 13% du territoire. La protection stricte, donc réserve biologique et cœur de parc pour le cas français, c'est 10 fois moins. On est à 1,5% du territoire. Alors ces approches peuvent évidemment pas avoir exactement les mêmes effets. Néanmoins, sur certains aspects, il serait quand même particulièrement intéressant de savoir si l'approche contractuelle, elle peut intervenir en gros comme un relais de la protection stricte. C'est pourquoi en fait on s'est demandé si l'état de conservation des habitats forestiers s'était amélioré dans le réseau Natura 2000. Cependant, la remarque qu'on s'est faite, c'est l'état de conservation des habitats pourrait aussi s'améliorer partout. Donc en fait, pour estimer la véritable plus-value imputable au réseau Natura 2000, on a décidé de comparer les dynamiques à l'intérieur et à l'extérieur du réseau pour savoir si l'état avait évolué plus favorablement à l'intérieur du réseau Natura 2000 qu'à l'extérieur. Et pour ce faire, on a étudié l'évolution de la densité des très gros bois.
avec comme hypothèse qu'une augmentation de ces très gros bois, je vais les définir dans la diapo d'après, ça constitue en fait une amélioration de l'état de conservation des habitats forestiers. Alors parce qu'en fait, il s'agit déjà d'un indicateur qui est quand même très couramment utilisé dans ce genre d'évaluation, notamment parce que les très gros bois sont une caractéristique de vieilles forêts. Alors, je dis vieilles forêts, mais le terme anglais qui est plus connu, c'est Old Growth Forest. Alors, ces vieilles forêts, elles servent en partie comme référence lors de l'évaluation de l'état de conservation. Et les très gros bois, c'est aussi en fait le lieu de vie de beaucoup d'espèces rares, parfois rares en tout cas. C'est donc en fait un élément qui est vraiment essentiel pour la conservation de la biodiversité et ce qui en fait donc un bon élément pour pouvoir étudier l'efficacité d'un réseau comme celui de Natura 2000. Le problème, en fait, quand on veut comparer des dynamiques au sein et à l'extérieur des espaces protégés, le plus souvent, ça va être le manque d'informations fiables et donc comparables à l'extérieur du réseau. Pour pallier ce problème, nous, on a été utiliser les données de l'inventaire forestier national parce qu'elles sont collectées en fait de manière homogène sur toute la surface forestière métropolitaine. Pour étudier avant et après la création du réseau Natura 2000, on a d'abord choisi une date, 2004. Parce qu'en fait, une majorité des sites avaient déjà été désignés à cette date et que ça correspond aussi au changement de méthode à l'IGN. Puis on a sélectionné des sites Natura 2000 qui comportaient au moins 10 relevés à l'intérieur du site. Alors, pour la période après la mise en place de Natura 2000 et pour la période avant la création du réseau, pour pouvoir avoir une information qui soit correcte par site. Et ensuite, on a été chercher les points à l'extérieur de chaque site, les plus proches, jusqu'à équilibrer en fait le nombre de relevés à l'intérieur et à l'extérieur de chaque site. Et au final, on a sélectionné, vous pouvez le voir sur cette carte-là, à peu près 24 000 relevés qui nous ont permis en fait d'étudier 155 sites Natura 2000 répartis un petit peu partout sur le territoire métropolitain. Alors, on a aussi, bien sûr, à vérifier que les paramètres climatiques, de sol et dendrométriques étaient équilibrés entre les échantillons à l'intérieur et à l'extérieur du réseau. Alors, en ce qui concerne le recensement des très gros bois, on a dû mettre en place, en fait, alors pas un, mais des diamètres pour pouvoir définir ces très gros bois. On s'est basé, en fait, sur les travaux qui avaient été réalisés dans le cadre de l'Observatoire national de la biodiversité. Ces diamètres choisis, en fait, ils varient selon les types d'essences et selon la région biogéographique. Par exemple, pour des gros arbres, on va dire, capables, en tout cas, d'être dominants, comme le hêtre, le diamètre seuil choisi, c'est 65 cm. Donc, un arbre devient un très gros bois à partir du moment où il dépasse ce diamètre. Et pour des petits arbustes qui ne sont pas capables d'atteindre 65 cm, par exemple, si on prend un exemple comme les aubépines, on a choisi un diamètre de 22,5 cm. Et ça, en région méditerranéenne, par contre, ce diamètre, on les a légèrement abaissés en raison des conditions stationnelles qui sont moins favorables à la croissance des arbres. Et pour étudier l'évolution de ces très gros bois, on a utilisé des méthodes de modélisation statistique. Le problème, c'est que les très gros bois, c'est des éléments qui sont rares. Donc, on a dû procéder en fait en deux temps. D'abord, on a étudié la probabilité de présence des placettes avec très gros bois. En gros, c'est binaire. Une placette, il y a des très gros bois ou il n'y en a pas, présence ou absence, oui, non. Et dans un deuxième temps, uniquement sur les placettes où il y avait des très gros bois, on a étudié le nombre de très gros bois qu'on pouvait trouver. Donc, un très gros bois, deux très gros bois, etc. Alors d'abord, on a comparé les états au départ. Donc en gros, avant la création du réseau Natura 2000. Et si on regarde la probabilité de présence des placettes avec très gros bois, ici, donc ici à l'intérieur, ici à l'extérieur du réseau, on remarque qu'au départ, elle était équivalente. Donc il n'y a pas de différence significative entre ces deux résultats. Donc en gros, on trouvait la même probabilité de présence de placettes avec très gros bois à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et c'était environ le cas on trouvait des très gros bois environ sur une placette sur 10. Et quand on regarde le nombre de très gros bois présents sur ces placettes, on trouvait également la même quantité dans le réseau qu'à l'extérieur. Et quand on regarde l'évolution de ces chiffres, par contre, on observe que la probabilité de présence des très gros bois, des placettes avec très gros bois, elle a augmenté de la même manière, en fait, qu'on soit dans le réseau Natura 2000 ou pas. Donc récemment, par exemple, on trouve des très gros bois, une placette sur 7, qu'on soit donc dans le réseau ou pas. Par contre, pour les placettes avec des très gros bois, le nombre de ces très gros bois n'a pas significativement augmenté, là, quand on est à l'extérieur du réseau. Mais par contre, à l'intérieur du réseau, l'augmentation, elle, a été significative et 2,4 fois plus importante qu'à l'extérieur. Ce qui veut dire que l'état initial, en fait, des forêts, donc dans et en dehors du réseau Natura 2000,
étaient le même. Elles étaient dans le même état de conservation avant la création du réseau. Mais avec un niveau de départ donc similaire, on a constaté par contre une évolution plus rapide dans le réseau Natura 2000. Donc en fait, Natura 2000 est efficace puisque son objectif d'améliorer l'état de conservation des habitats forestiers est atteint. Mais il est aussi efficient puisque ce résultat en fait n'est pas obtenu en dehors du réseau. Donc la dynamique, elle est réellement plus rapide à l'intérieur du réseau qu'à l'extérieur. Alors bien sûr, il existe des incertitudes sur l'origine, on va dire, exacte de cette évolution plus rapide, notamment parce qu'il y a certains paramètres qu'on n'a pas pu prendre en compte, par exemple le type de propriété. Mais cette évolution, en tout cas à l'intérieur du périmètre, elle a eu lieu en moyenne en 13 ans. Donc on pense que c'est vraiment lié à la mise en place d'actions dédiées qui ont dû participer à cette évolution. Et en particulier, on pense à deux mesures. La mise en place d'îlots de vieux bois, donc dans lesquels on va repousser l'âge d'exploitabilité des arbres, ça veut dire le moment où on va les couper. Donc ça, on appelle ça des îlots de vieillissement. Ou carrément des endroits où on décide de laisser mourir les arbres sous pied, on appelle ça des îlots de sénescence. Et la deuxième mesure, c'est le fait de maintenir dans les peuplements les arbres à conserver pour la biodiversité, ou ce qu'on appelle de manière plus simple art biodiversité, qui va concerner les arbres morts, sénescents, vieillissants, très gros et à cavité. Alors, on savait déjà qu'en France, la densité des très gros bois dans les réserves forestières était 2 fois supérieure à la densité trouvée dans des forêts exploitées avoisinantes. Donc, une comparaison en fait des états dans et en dehors d'un réseau d'espaces protégés avait déjà été menée, mais sans qu'on ait d'informations sur les évolutions en fait de ces états. On sait aussi que globalement, donc à l'échelle du territoire national français en tout cas, la densité des très gros bois augmente. C'est le cas aussi par exemple en Suisse et en Allemagne. Mais on ne connaît pas en fait sur ce résultat l'influence des espaces protégés. Et enfin, ce qu'on savait aussi, c'est que le nombre de très gros bois augmente à l'intérieur d'une partie des réserves forestières d'Europe centrale, par exemple, mais il n'y avait pas encore eu de comparaison en fait avec ce qui se passait à l'extérieur. Donc en fait, ce qui est nouveau dans cette étude, c'est bien d'avoir comparé les dynamiques de très gros bois à l'intérieur et à l'extérieur d'un réseau d'espaces protégés et à l'échelle nationale. Donc on a réussi en fait pour la première fois à bien mettre en évidence l'efficacité d'un réseau d'espaces protégés qui propose une gestion multifonctionnelle des espaces, à améliorer l'état de conservation des habitats forestiers et une caractéristique de vieille forêt. Alors pour conclure, je voudrais commencer par rappeler qu'un très grand pas en avant pour la protection de la biodiversité avait été réalisé en 92 avec la mise en place de la directive Habitat qui accordait une valeur de conservation en fait aux écosystèmes via la définition des habitats d'intérêt communautaire. Cependant, avant toute action de gestion, je l'ai déjà dit, il est indispensable de reconnaître de manière non équivoque, surtout, les habitats naturels sur le terrain. Et ces travaux de thèse, ils ont permis, dans un premier temps, d'améliorer la standardisation de cette reconnaissance. Et en particulier pour les travaux que je vous ai présentés cet après-midi, on a confirmé l'efficacité des programmes automatiques de classement, ce qui a permis de combler une lacune en créant des séries temporelles de données sur les habitats. Alors, soit en attribuant une donnée habitat à des relevés qui n'en disposaient pas, donc, par exemple, c'est le cas pour une partie des relevés de l'hygiène, soit en standardisant la donnée. Dans le cadre de fusion, par exemple, de très grosses bases de données, on va regrouper ensemble des relevés qui sont réalisés pour des projets différents, avec des protocoles différents. C'était le cas, par exemple, de l'exemple que je vous ai donné avec cette base européenne. Et la mise en place en fait, de ces bases de données, elles peuvent permettre, alors, par exemple, de répondre à des demandes de la Commission européenne dans le cadre de la directive Habitat Faune Flore, notamment, par exemple, l'évaluation de l'état de conservation des habitats qui doit être réalisée tous les 6 ans par les États membres, ce qu'on nous demande donc, dans le cadre de l'article 17 de la directive, mais aussi, par exemple, mettre en place, ça peut nous aider à mettre en place la surveillance de cet état de conservation. C'est ce qui nous est demandé dans le cadre de l'article 11 de la directive. Mais au-delà de ces obligations communautaires, légales, ces séries de données, elles peuvent aussi nous permettre de mieux comprendre la dynamique récente des habitats. Et en répondant aux questions qu'on se pose, comme ce qu'on a fait en fait finalement dans la deuxième partie de ces travaux de thèse. Donc ici, en fait, on a été complété dans un deuxième temps les résultats déjà connus de l'influence climatique, l'influence du réchauffement climatique sur la biodiversité à l'échelle des habitats d'intérêt communautaire. Donc on a bien confirmé à cette échelle une absence de changement lié au réchauffement climatique en plaine et une thermophilisation déjà marquée en montagne. Ces résultats, ils sont importants parce que les décideurs, ils vont pouvoir déjà, en fait, en partie, adapter la mise en place des politiques publiques selon le territoire. Et au niveau local, chaque gestionnaire, maintenant, même s'il n'a
pas encore évaluer réellement les impacts du réchauffement climatique dans son site, il peut déjà avoir une idée de la tendance actuelle d'évolution des habitats qui sont en plaine ou en montagne, et donc d'ores et déjà agir et orienter ses pratiques de gestion pour s'adapter au changement climatique, notamment par exemple au niveau de ses actions sylvicoles. Enfin, dans un dernier temps, ce qu'on a fait, c'est montrer que les actions de conservation, dans le cadre d'un réseau comme celui de Natura 2000, a permis l'amélioration de l'état de conservation des forêts et d'une caractéristique de vieilles forêts en son sein, via l'augmentation plus rapide de la densité des très gros bois à l'intérieur du réseau. Alors, il y a 3 idées fortes qui peuvent être dégagées de ce résultat. Déjà, forcément, l'efficacité d'une politique publique de protection de la nature, qui propose en fait l'application d'une gestion multifonctionnelle des espaces, ce qui incite à poursuivre ce modèle au cours des prochaines décennies. Cette approche aussi, elle peut finalement constituer un relais de la mise en réserve, puisque ce qu'on sait, c'est que l'efficacité de l'arrêt de l'exploitation forestière sur la restauration des caractéristiques de vieilles forêts, elle a déjà en partie été démontrée. Le problème, c'est que les surfaces en protection stricte et les surfaces de forêt en libre évolution volontaire représentent de très petites surfaces, 1 à 2%. C'est pourquoi en fait ces résultats ils sont vraiment importants, parce qu'ils valident le fait que les espaces protégés où les activités humaines continuent à avoir lieu peuvent bien intervenir en relais des espaces protégés strictement. Et en particulier, parce que ce modèle peut être appliqué sur des territoires beaucoup plus vastes. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est qu'on sait qu'un bon état de conservation des écosystèmes, il est nécessaire au bon fonctionnement des continuités écologiques. Or, la fonctionnalité des continuités écologiques est elle-même une des clés pour l'adaptation au changement climatique, dans le cadre des solutions d'accompagnement. Donc, les bons résultats du réseau Natura 2000, c'est donc un facteur qui est favorable pour la biodiversité dans un contexte climatique changeant. Alors, il y a pas mal de perspectives que j'aurais pu évoquer là, mais j'en ai choisi quelques-unes. Les résultats de cette thèse, on a montré qu'ils permettaient donc en partie une meilleure adaptation des actions de gestion au niveau local et national, ce qui devrait permettre d'en améliorer leur efficacité. Mais pour continuer sur cette lancée, une des pistes, c'est augmenter la finesse des analyses, notamment en étudiant la dynamique de chaque habitat forestier. Dans un premier temps, il faudrait améliorer les typologies en les unifiant, en les clarifiant, mais aussi améliorer les bases de données sur les végétations et les habitats, pour ensuite pouvoir étudier leur évolution et transformation dans le temps, notamment en lien avec le réchauffement climatique et les possibles remaniements qui en découlent, puisque les espèces déjà se déplacent pas forcément toutes, et en tout cas pas à des vitesses qui peuvent être différentes. C'est pourquoi il est vraiment important d'étudier l'efficacité des mesures de gestion aussi par habitat, en lien avec les potentielles transformations qui sont en train de subir. Et pour finir, je voulais rappeler qu'effectivement, ça fait une trentaine d'années que juridiquement, les écosystèmes ont acquis une valeur de conservation. Néanmoins, quand on parle de biodiversité, et en particulier quand on parle d'indicateurs de biodiversité, on pense encore quasi exclusivement à des indicateurs taxonomiques. Et les indicateurs à l'échelle des milieux sont trop souvent perçus comme des indicateurs qu'on va appeler de biodiversité indirecte, parce qu'ils peuvent donner indirectement des informations sur l'état des populations d'espèces. Or, en fait, ces indicateurs, ils renseignent directement sur l'état de la biodiversité en renseignant celui, en fait, des écosystèmes. C'est pourquoi je pense qu'il est quand même vraiment indispensable de continuer à communiquer sur l'importance de conserver et protéger tous les niveaux d'organisation de la biodiversité. Alors, pour finir, sans les citer tous, je voulais rappeler que beaucoup de personnes m'ont aidé, m'ont accompagné, m'ont soutenu pendant la réalisation de cette thèse, et je leur dois une bonne partie du chemin parcouru. En tout cas, merci à eux et merci à vous tous de votre attention.